bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve avec plaisir ce matin, comme d'habitude, pour ces rendez-vous réguliers et pour vous parler de nos prochains voyages. Ce matin, c'est une évocation de cette croisière assez originale qu'on va vous proposer cet automne, tout au nord de l'Allemagne, dans une région qu'on ignore un peu trop d'ailleurs. Cette région qui est d'ailleurs aussi, ça c'est l'une des, on va dire, conséquences positives du fait qu'elle soit peu visitée, qu'elle est en fait cette région très préservée de ce qu'on appelle et qu'on commence maintenant à remettre en cause, qu'on appelle le tourisme de masse. Alors bien sûr, les Allemands connaissent cette région, apprécient cette région du nord de leur pays qui appartient à leur land le plus septentrional, à leur région-état le plus septentrional, puisque c'est la région dite de Mecklembourg-Poméranie occidentale. Toute cette région, vous allez voir, a été façonnée au fil des millénaires, des siècles, par l'action de l'eau, l'action de la glace. Les glaciers ont creusé des lacs, des étangs, ont laissé derrière eux des dépôts de sable, de gravier, formant une campagne en fait assez vallonnée, et c'est ce qui fait partie évidemment des beautés de cette région. Le littoral par lui-même, c'est le vent, le ressac qui ont modelé cette bande côtière tout en différentes baies, en langues de terre, en îles, en presqu'îles, abritant de vastes lagunes, des lagunes qu'on appelle ici en allemand, on appelle ça des Bodden, mais ça veut dire lagune, et des paysages qui sont de nos jours bien protégés. Alors, notamment, on a plusieurs parcs nationaux donc sur cette région, et des protections qui ont été mises, on va dire, plus récemment, puisqu'elles datent pour l'essentiel de la période après la réunification de l'Allemagne, donc après 1990. Alors c'est dans cette région qu'on va donc naviguer pendant une toute petite semaine à bord d'un petit bateau très confortable. Je vais vous le présenter, le Sans Souci, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui l'ont oublié, s'ils l'ont déjà utilisé. Donc petite semaine avec un itinéraire qui nous permettra de voir de la plus petite île à la plus grande île de la région. Là, il y a l'île par exemple de Rügen, de naviguer entre les îles et les baies côtières protégées, mais également de naviguer sur les flots d'un fleuve qui s'appelle la Pinée, le plus petit fleuve, en tout cas il n'est pas très grand, il fait 175 km, et on va parcourir une partie de son estuaire, remonter quelques 50 km de son cours. Cette croisière va nous permettre aussi de découvrir les trésors naturels de cette région préservée. On aura déjà, j'espère, les couleurs de l'automne, tout en retrouvant aussi les témoignages d'une histoire qui court depuis le Moyen-Âge, avec notamment des villes hanséatiques. Et puis, on va dire, un symbole le plus récent qui date du XXe siècle, qui a survécu, puisqu'il aurait pu disparaître après la Seconde Guerre mondiale. Il a été construit par le Troisième Reich. Il a survécu à la négligence, la maltraitance de la RDA. Et vous verrez que c'est un nouveau projet assez particulier qu'on visitera au cours de cette croisière. Alors, bien sûr, je change d'image, je vous montre un préambule, le Sans Souci. Pour vous le rappeler, alors de mémoire, c'est à peu près la même catégorie de bateau que l'Elegant Lady, si vous avez un peu plus habitué avec l'Elegant Lady, simplement il est plus petit. On a simplement à peu près 70 passagers à son bord, donc il y a moins de cabines, une quarantaine de cabines, elles font à peu près toutes 12 mètres carrés, et on va, alors là, voilà les mensurations du bateau, c'est 82 mètres de longueur, 10 mètres de largeur, et un tirant d'eau d'1,10 m qui est très pratique pour ce type de croisière, parce que ça permet d'aller dans n'importe quel canot, de s'approcher, de remonter facilement évidemment un estuaire, quelle que soit la hauteur en eau, donc 1,10 m de tirant d'eau, c'est très faible. Alors, plein cap à fret régulièrement, le Sans Souci, il est donc entièrement francophone, et vous apprécierez, ou si vous l'avez déjà fait, vous avez apprécié son atmosphère intimiste, amicale. On a effectivement, pendant cet itinéraire, donc on l'a entièrement affrété, il n'y aura que des passagers plein cap à bord du Sans Souci. On sera deux conférenciers pour essayer de vous parler un peu de cette région, livrer les trésors, les secrets de l'itinéraire. Et puis bien sûr un programme d'animation avec des animations au cours de la navigation, mais également en soirée. Je reviendrai un peu plus tard sur justement ces spectacles qu'on vous proposera à bord. Alors voilà, l'espace commun du Sans Souci, c'est un navire qu'on pourrait dire très lumineux, très facile d'accès. On a un vaste salon, vous y roule
toutes les activités du bord, je disais en navigation, soirée, les conférences et les spectacles. Voilà, ici, le jeune homme qui tient la réception. Et puis, sur le même pont, sur le pont inférieur, pardon, on a le restaurant qui est juste un pont en dessous. Je vous rappelle que effectivement pendant les repas, les boissons sont incluses, hein, vin et eau, café et thé. Vous avez donc là aussi le plan du Sans Souci avec ces deux ponts seulement. Hein, il n'y a que deux ponts où on trouve des cabines. Le pont supérieur et puis avec la réception et le pont principal avec le restaurant. Un ascenseur permet de se rendre de l'un à l'autre. Et alors on a un troisième pont, mais c'est ce qu'on appelle le pont Soleil, hein, lui qui est évidemment idéal pour la navigation. Alors, les cabines qu'on retrouve sur les deux ponts, Sans Souci, sont identiques, je vous disais à peu près 12 mètres carrés. La seule différence, c'est le sabord. Là, vous avez à l'image, sur la grande image, justement, eh bien, la nouveauté, puisque le bateau a été modifié pendant l'hiver 2017-2018, donc sur le pont supérieur, avec ces fenêtres qui sont des baies coulissantes, on peut comme ça ouvrir la fenêtre, ouvrir le sabord, et donc à une plus grande luminosité qu'auparavant. Et puis sur le pont principal, donc un pont en dessous, et bien là vous avez un grand sabord, mais simplement à moitié hein, sur la surface, puisque là le sabord lui par contre est scellé, on ne peut pas l'ouvrir. Alors voilà le navire à nouveau, dans sa totalité, avec justement le pont, ici je vous montre surtout le pont Soleil, hein, celui qui permet eh bien, de profiter de l'extérieur pendant qu'on est en navigation. Voilà les quelques mots que je voulais vous donner sur ce Sans Souci. Voilà, en tout cas, là, on commence la croisière, bien sûr, en arrivant à Stralsund. C'est là qu'on va retrouver le Sans Souci. On aura fait un bref saut de puce aérien entre Paris et Hambourg, puis un transfert en tout cas à partir de Hambourg vers le port de Stralsund. On va prendre le temps de s'installer pendant cette première journée et on va quitter assez vite en fait vers 17h eh bien, la ville de Stralsund pour arriver et pour aller pas très loin de là, eh bien voilà, on va rentrer dans le premier Boden et aller vers cette île là de Hindesy avec le petit village de Witte. Voilà, on va se retrouver donc au large de l'île, vous voyez c'est marqué ici, large de l'île de Rügen, et c'est là qu'on passera donc à Witte. Eh bien la première soirée, et on aura donc pendant ces premières heures fait notre première navigation pendant cette croisière, et on atteindra avec l'île d'Hindesy, eh bien en fait la partie la plus occidentale de notre navigation. On aura longé comme ça les côtes de l'Allemagne, les côtes continentales elles seront à bâbord, les côtes à tribord ça sera l'île, je vous disais, la côte de l'île de Rügen. Et puis, je vous disais, on traversera donc ce premier Boden, qui est aussi un parc national, parc national du lagon de Poméranie occidentale. On va passer la nuit, voilà, ici, donc un petit peu notre itinéraire, hein, puisqu'on part donc de Stralsund, et on longe à la fois l'Allemagne continentale, l'île de Rügen, le premier Boden, et en direction du nord, hein, c'est, voilà, cap vers le nord, pour rejoindre Witte et l'île de Hindesy. Je vous disais, on passera la nuit à quai, à Witte, et c'est un gros bourg, évidemment, de cette île. Une île qu'on considère un petit peu en caractère un petit peu sauvage, préservé, puisque bien, la plupart des véhicules à moteur, ils sont encore interdits. C'est une île qui est surtout une sorte de bande de terre assez étroite, un peu en forme d'hippocampe, hein, ça peut rappeler vraiment un hippocampe. Voilà, elle s'étire du nord au sud sur 17 km, et la largeur est variable, vous voyez d'ailleurs avec la carte, une largeur qui varie entre 250 mètres dans la partie la plus étroite jusqu'à à peu près 4 km dans sa partie la plus large. Attention, le point culminant, ça s'appelle le Backenberg, c'est à 72 mètres, hein, c'est vraiment très très haut, et c'est là qu'on l'a construit d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est à l'image, le phare que vous avez ici sous les yeux. L'île attire des touristes en fait depuis la fin du 19e siècle. Ils sont venus dès le début pour le cadre naturel de cette île, pour les plages de l'île. Un tourisme balnéaire qui va se développer à partir des années 20 du 20e siècle. Alors on verra que sur tout le littoral de cette région, eh ben, on va retrouver un petit peu ces assises, ces paniers, ces sièges un petit peu qu'on appelle les strandkorb, qui sont donc des fauteuils en osier munis d'un toit hein, qui permet de protéger eh bien, du vent, du sable, trop de soleil, bon, un petit peu de crachin parfois.
Voilà, ça sert surtout à ça. Et puis, c'est vrai que c'était aussi, ça correspondait à une période où on allait à la plage, mais pas forcément avec l'idée de se faire bronzer. Hein, donc ça, c'était quelque chose qui a changé avec le temps. Euh, voilà, sur cette île, eh bien, on disait même d'ailleurs, au XIXe siècle, début du XXe siècle, que les femmes osaient montrer leurs jambes. Voilà, c'était quelque chose de tout à fait particulier, tout à fait innovant, voire même choquant. Pendant la période de la RDA, l'île a permis surtout d'éloigner ceux qui étaient un petit peu moins tolérés par le régime, hein, qui étaient en phase petit peu de relégation. Voilà, donc on s'éloignait un petit peu ou volontairement ou involontairement, on était placé sur cette île. Et ça permettait aussi, pour ceux qui étaient un peu aventuriers, eh bien qui se lançaient dans l'aventure, de quitter le régime de la RDA et peut-être de trouver refuge en Suède, au Danemark ou dans la République fédérale allemande. Depuis 1923, le gouvernement régional donc, a interdit, je vous le disais, les voitures, il n'y a pas de véhicules sur l'île. Hein, alors l'idée au départ, c'est de ne pas nuire en fait au développement du tourisme. Alors, on imaginait que les voitures allaient gêner le développement du tourisme à cette époque-là, et on a conservé cette interdiction. Alors bon, il y a quand même des exceptions, hein, la police, les pompiers ont droit à des voitures, mais pour le reste, eh bien, c'est soit à pied, soit à vélo, soit en calèche, comme vous voyez ici à l'image. Donc ça sera un petit peu le mode qu'on va utiliser pour l'excursion qu'on vous proposera ce jour-là, et donc on fera bien une découverte des beautés naturelles de cette île. On verra ces plages de sable blanc, on verra ces prés salés, on verra ces forêts de pins, on verra également le magnifique phare, je disais, voilà, ici c'est pour les plages. On verra donc le magnifique phare, effectivement, et phare d'ailleurs, une image qu'on a utilisée pour la brochure, hein, pour la couverture de la brochure de cette croisière. Son habitat traditionnel, les paysages aussi que l'on verra vont défiler donc avec beaucoup de couleurs, avec une certaine tranquillité, hein, quand on se déplace avec ce genre de calèche à pas de cheval, eh bien c'est assez lent, ça permet d'apprécier les paysages. Et puis à la fin, on aura même le temps de goûter une liqueur locale, hein, qui est faite à partir de ce qu'on appelle l'argousier, qui est un petit arbuste et qui donne voilà, une baie dont on fait également, je disais, une liqueur. Et puis, alors à ce moment-là, on va, à la fin de l'excursion, non pas regagner le bateau, parce que le bateau, pendant l'excursion, aura quitté Viteux pour rejoindre Stralsund, mais on rejoindra Stralsund non pas en calèche, mais en autocar. Hein, ça sera plus rapide et aussi, je pense, plus confortable. Alors, on aura donc bien l'après-midi à Stralsund, ça sera toujours le samedi 24. On sera revenu finalement à notre point de départ, donc une petite ville de quelques 60 000 habitants, mais qui a un riche patrimoine parce que notamment son centre historique qui est assez compact, qui est d'ailleurs très entouré d'eau et qui est classé lui aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO, en particulier cet édifice de briques qui appartiennent à un style architectural qu'on dit le gothique de briques, qui va comme ça du gothique jusqu'à la période baroque quasiment. On dit parfois de Stralsund que c'est un petit musée à ciel ouvert, en plein air, et c'est vrai qu'on a là, comme ça, la chance de voir un petit peu, Stralsund avec ce qui reste lié donc en fait à son appartenance à la puissante Ligue hanséatique, qui était donc évidemment ce réseau commercial qui s'étendait sur toute la Scandinavie, sur l'Angleterre, et qui permettait même d'avoir, pour Stralsund en particulier, d'avoir des liens jusqu'en péninsule ibérique. Stralsund a gardé ses maisons, dont certaines datent de l'âge d'or de la cité, avant même la guerre de 30 ans, donc au XVIIe siècle. Elle a gardé aussi ses 3 églises, dont celle de Saint-Nicolas, qui est en arrière-plan de l'hôtel de ville que vous avez ici sous les yeux. Un hôtel de ville qui domine bien sûr la place, ou la vieille place du marché. Et on a donc très très belle façade de l'hôtel de ville, avec cette architecture, donc je disais, gothique de briques, et ces 7 pignons qui sont richement décorés. La brique, c'est le principal, on va dire, matériau de construction de cette ville, ce qui donne aussi une teinte, en général, plutôt dans les rouges, teinte dominante sur la ville de Stralsund. Plus au sud, vous avez sur la place du nouveau marché, eh bien, on trouve l'église Sainte-Marie, qui elle a été reconstruite au début du XVe siècle, qui a été à ce moment-là d'ailleurs dotée de
de voûtes assez remarquables, assez fines. Là aussi, on a des belles orgues baroques à l'intérieur, et on fera donc, bien sûr, sur le Stralsund, une visite qui est pédestre, en compagnie d'une guide locale. Elle nous ramènera à la fin de la visite sans souci, ça sera en fin d'après-midi, et le bateau restera là, puisque c'est là qu'on passera la nuit, avant de reprendre notre chemin, alors un chemin vers l'est, mais dès le lendemain matin. Le lendemain matin, voilà, on va naviguer une partie de la matinée, mais très peu en fin de compte. Une partie de la matinée, évidemment, on va naviguer donc sur une autre lagune. Cette navigation, donc bon, ça sera l'occasion de faire des conférences, puis aussi de profiter de la navigation. Cette vase étendue qu'on appelle la lagune de Graswald, elle est assez vaste, elle fait presque 500 km². C'est un espace, comme souvent les lagunes, intermédiaire, si vous voulez, une sorte de relation entre l'eau douce et l'eau de mer. Donc, ces deux eaux vont se rencontrer. Et là, on a notamment les eaux douces d'un fleuve qui s'appelle le Rik et la Penny qui vont se rencontrer et rencontrer donc les eaux de mer. On va laisser derrière nous, vous voyez ici à l'image, la carte, l'île de Rügen, et on y reviendra plus tard, bien sûr, en direction de l'île de Usedom, et on va longer donc cette côte, en particulier la côte sud de l'Allemagne, enfin la côte sud de la baie et de la lagune, c'est-à-dire la côte évidemment nord de l'Allemagne, qui est assez découpée, cette côte nord, avec de différentes baies, des criques plus ou moins petites, une lagune donc de Rügen qui est peu profonde en général, puisque la lagune par elle-même, elle fait entre, allez, à peu près en moyenne un peu plus de 5 mètres de profondeur, et on a comme cela des profondeurs maximum de 13 mètres. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, bon, ça ne pose pas de problème pour la navigation du navire, puisque on a à peu près 1 mètre 10 de tirant d'eau. Alors, elle a eu plusieurs fonctions dans le passé, cette baie d'ailleurs. Elle a été bien sûr utilisée évidemment pour la pêche. Dans les années 70, on y a cherché du pétrole. Notamment les Allemands de l'Est pensaient qu'ils allaient y trouver là du pétrole. Et puis également, ils l'utilisaient pour des loisirs. Alors des loisirs, je vous disais, sous surveillance, parce qu'on faisait des sports nautiques, mais on craignait, les Allemands de l'Allemagne de l'Est, le régime craignait évidemment que certains en profitent pour partir vers l'ouest. Enfin, il y avait quand même une centaine de kilomètres à faire pour rejoindre l'ouest, donc c'est pas aussi facile que ça. Pour rejoindre en particulier la première, on va dire, terre de l'ouest, c'était une île danoise, l'île de Bornholm. Alors en fin de matinée, eh bien, il nous faudra entrer dans ce bras de mer, vous voyez ici sur la carte, voilà, qui est marqué par l'entrée de Peenemünde, mais ce bras de mer qui va comme cela jusqu'à Wolgast, et vous avez ici l'île du Zedom, qu'on voit effectivement bien marqué sur la carte. Alors, en début d'après-midi, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire quand on sera une fois, voilà, quand on sera en escale à Wolgast, qu'on visitera le lendemain, mais à partir de Wolgast, eh bien, on va, comme cela, Wolgast qui est sur le continent, on va rejoindre eh bien, l'île de Usedom, l'île qui est juste en face, une petite île de quelques 400 km². Elle porte un surnom qui, j'espère, nous portera bonheur, puisque apparemment on l'appelle aussi l'île du soleil, en étant officiellement l'endroit le plus ensoleillé d'Allemagne, avec plus de 1900 heures de soleil en moyenne par an. Alors il y a plusieurs hypothèses sur l'origine du nom même du Zedom. L'étymologie penche sur une origine slave qui viendrait du mot courant, qui aurait donné donc au fil du temps, au fil des siècles, le mot du Zedom. Puisqu'on sait que ce nom d'ailleurs a été mentionné pour la première fois à partir du XIe siècle, et il s'agit seulement à ce moment-là d'une toute petite localité sur la ville même, sur l'île même voilà, ici de l'île du Zedom, c'était ici, voilà la localité, je vous montre avec le petit curseur, et voilà, d'abord c'est la localité qu'on appelle comme ça, et puis par la suite ça va être la totalité de l'île, et jusqu'au milieu du XIIIe siècle, Usedom en fait était une résidence importante pour les ducs de Poméranie. Par la suite, ils vont davantage s'installer à Wolgast, mais pendant ce Moyen-Âge, une partie considérable de l'île va être aussi
finalement sous la tutelle, va être la propriété de l'abbaye, des moines, avant d'être, bien, surtout à la Réforme, et bien confisquée cette fois-ci définitivement par le duché de Poméranie à partir de 1535 et administrée bien, par les ducs de cette Poméranie. Entre, on va dire, 1548 et 1720, l'île du Zénum va plusieurs fois être le combat, le théâtre de combat entre bien, la Prusse Brandebourg, qui est en train de se constituer, et puis un autre État, plus au nord, qui est la Suède. À la suite de la guerre du Nord, l'île justement dont la Prusse s'était déjà emparée au début du XVIIIe siècle, avec d'autres régions de Poméranie occidentale, bien revient officiellement à la Prusse. Donc on va dire qu'à partir du début du XVIIIe siècle, c'est une région de la Prusse. Notre excursion va nous faire un tour panoramique un petit peu, et on verra un petit peu ce qui a changé au cours de ces deux derniers siècles, notamment une île qui est quand même toujours principalement qui fonctionne autour de l'agriculture, de la pêche et du tourisme, puisque voilà, il y a 2 siècles, le tourisme a commencé à se développer. Les premiers touristes, comme pour l'île d'Inossi, ont profité, on cherchait là le caractère un petit peu sauvage de l'île, ces belles étendues de plage, et puis on a très vite construit des stations qui ont pris leur essor aussi parce que, il y a eu le chemin de fer qui a amené comme cela des touristes, donc en nombre, on va dire grandissant, mais également un touriste qui a lui un petit peu drainé, amené un peu plus de monde, et bien sûr c'est l'empereur Guillaume II, qui a comme ça permis la construction et le développement de ces stations balnéaires d'Albeck, d'Eringshof, de Basine, qu'on appelait d'ailleurs les baignades de l'empereur, les Kaiserbader, les baignades de l'empereur. Alors on pourra au cours de l'après-midi voir un petit peu voilà, à quoi ça ressemble, toutes ces promenades et ces stations balnéaires. Certaines ont des jetées qui vont assez loin dans la mer, des hôtels particuliers. Voilà, ici je vous montre une de ces stations balnéaires avec cette grande jetée qui s'avance comme ça dans la mer. Et puis d'autres, voilà, ces pavillons, ces hôtels particuliers qui ont été construits et qui ont été, on va dire, réaménagés justement après, au cours du XXe siècle, surtout la dernière partie du XXe siècle. Ça a bénéficié ces dernières années d'une remise un petit peu au goût du jour. Usedom a vu comme cela au cours du XXe siècle l'établissement d'un laboratoire de recherche. Ça c'était plutôt pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque le Troisième Reich avait voulu un petit peu profiter de l'éloignement de l'île pour installer une base de recherche sur ses missiles, une base navale également. Donc l'île a été victime de bombardements, des bombardements alliés à partir des années 1943. Et je vous disais, la plupart des hôtels particuliers, des résidences qui avaient été développées, construites à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, pendant le régime de la RDA, ces belles résidences ont été confisquées par le régime et elles ont permis comme cela de recevoir, ce qu'on appelait la nomenclatura, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires du régime. Voilà, depuis 1990, c'est un nouveau système qui s'est mis en place et en fait, on a un tourisme plus traditionnel qui s'est à nouveau développé et on va en bénéficier un petit peu en se promenant sur cette île, en découvrant donc l'excursion. En fin d'excursion, bien sûr, on viendra à Volgast pour y passer la nuit. C'est le lendemain matin que l'on fera en fait. On va naviguer dès les premières heures, effectivement, je vous disais, donc, dès les premières heures du lundi 26 septembre, on va naviguer pour remonter le cours du fleuve de la Péné, et qui est en fait l'embouchure de l'île d'Usedom, et on sera à nouveau à quai vers 8h, vous voyez, on sera parti à 5h du matin, et vers 8h30, on sera déjà à quai dans la petite ville d'Anclam, qui est en fait à 8 km seulement à l'entrée, à l'intérieur du fleuve. Donc on est à nouveau dans une ville qui a appartenu à la Ligue hanséatique, la ville d'Anclam, et en fait on pourra là constater évidemment cette appartenance à la Ligue hanséatique en se promenant, bien sûr, en découvrant le centre historique, en découvrant l'architecture locale, où le gothique de briques a survécu. La ville a été suffisamment riche pour obtenir le droit de battre monnaie au début du XVe siècle. Et voilà, je change un petit peu d'image. Anclam a beaucoup souffert des guerres des XVIIe, XVIIIe
Et 19e siècle, les bombardements aussi pendant la Seconde Guerre mondiale l'ont particulièrement ravagée et elle a dû être reconstruite pendant, on va dire, sous la RDA, après la Seconde Guerre mondiale. Alors cette courte visite se fera également à l'occasion de découvrir un musée dédié à un homme du pays qui est né à Ankara mais en 1848. C'est en fait un des pionniers de l'aviation. Il s'appelait Otto Lilienthal. Et Otto Lilienthal, c'est, on va dire, un des fous, un des premiers fous à avoir l'idée de jeter des hauteurs d'une colline avec une machine qu'il voulait absolument faire voler, une sorte de chauve-souris surdimensionnée, alors le plus léger possible, enfin bon, elle était faite en bois et en toile, elle était évidemment trop lourde pour l'emmener ailleurs que vers sa propre mort. Hein. Il faut bien dire que c'est comme ça qu'il a fini un petit peu tristement, mais enfin en essayant de réaliser son rêve d'essayer de voler, et c'est donc l'un des premiers, c'est l'un des pionniers de l'aviation. À la fin de la visite, eh bien, on va regagner le bord pour quitter au moment du déjeuner Anklam mais continuer notre navigation justement sur ce fleuve, ce petit fleuve, hein, qui s'appelle donc la Péné. Alors voilà, quelques images. Voilà, ici je vous l'ai montré. Alors regardez, si vous voyez une image faite d'animation, hein, vous voyez, il a volé un peu quand même. Hein, donc bon, plusieurs tentatives pour décoller, quitter le sol. Alors, maintenant, voilà, à nouveau la carte de ce fleuve, la Péné, et des images qui vont vous permettre, voilà, de remonter, hein, essayer de vous illustrer la remontée de ce fleuve, et on va remonter comme cela. Alors, Anklam est juste là, je vous montre à l'écran, et on va remonter jusqu'à Demmin, qui est ici, voilà, Demmin. Ça sera notre avancée la plus à l'intérieur. Une navigation qui va nous prendre donc toute l'après-midi du 26 septembre. Ça sera l'occasion bien aussi de continuer notre programme de conférence, de profiter d'une navigation très paisible dans cette nature qui n'a pas été très touchée ou pas trop touchée par l'homme, et de profiter également des commentaires qui sont donnés par une guide locale que l'on retrouve à chaque fois que l'on propose une croisière en Allemagne. Il s'agit de Madame Sabine Horst, et bien, je suis sûr, elle saura, parce que c'est vraiment sa région, hein, le nord d'Allemagne, elle saura partager sa passion pour son pays et pour sa région natale. Une fois arrivé à Demmin, qui sera vraiment le point le plus en amont, hein, dans cette rivière de la Péné, on va quitter le Sans Souci pour rejoindre le parc naturel de Grosse Rossine et le lac de Kumerov. Alors, on aura la chance de découvrir comme cela l'un des 7 parcs naturels du pays, un espace, je disais, où l'homme et la nature tentent de former ce qu'on appellera une cohabitation, notamment autour du lac de Kumerov, alors, dont l'altitude est seulement de 15 cm du niveau de la mer, c'est-à-dire que évidemment on est très très peu élevé, hein, donc on est vraiment dans cette région de plaine, de marais. On trouve des marais, des étendues d'eau plus ou moins importantes, qui sont parsemés d'îles, d'îlots. Ce sont autant de milieux bioclimatiques idéaux pour le développement de nombreuses espèces animales, de nombreux oiseaux aussi, qui soit sont établis à l'année, soit sont des oiseaux de passage, ils font escale, hein, ce sont des oiseaux migrateurs, et en cette saison, on a grande chance d'en voir, hein, puisque c'est la période où ils partent, en particulier vers l'hémisphère sud. Alors les fermiers essaient aussi, hein, puisque je parlais de cohabitation avec justement les hommes, les fermiers essayent de reconvertir ou de se reconvertir dans ce qu'on appellera un tourisme durable, un tourisme vert, hein, pour leurs activités. Et voilà, on fera un petit peu comme cela. On aura sans doute pendant notre navigation des rencontres qui peuvent être assez amusantes. À la fin de l'excursion, nos autocars nous ramèneront vers le Sans Souci, et on aura, pendant le temps de l'excursion, quitté l'escale de Demmin pour rebrousser chemin et naviguer en aval. Et c'est en fait à Stolpe qu'on retrouvera le navire. Hein, ça s'appelle Stoppel an der Peene, donc vraiment Stoppel sur la Peene. Et à ce moment-là, on reprendra, hein, on aura retrouvé le navire, on prendra notre navigation vers Volgast, qui, je vous rappelle, est en face de l'île du Jeune Homme, et c'est là qu'on passera la nuit. On retrouvera Volgast en début de soirée. Donc c'est le lendemain matin qu'on va découvrir
qu'on va traverser, eh bien, comme cela, en fait, à partir de Volgas, on va, comme cela, découvrir, non, mais attends, on va traverser, pardon, excuse-moi, je me trompe, on va à nouveau traverser la lagune, de la lagune de Greifswald, et on fera escale donc au sud sur l'île de Rügen, hein, cette île donc non seulement qui est la plus grande île, comme cela, d'Allemagne, mais également une des plus belles. On y trouve sur cette île de Rügen eh bien, des forêts de hêtres, une côte très découpée, avec des plages de sable qui ont séduit, inspiré de nombreux artistes qui ont toujours été fascinés à la fois par les paysages mais également par la lumière, hein, cette lumière du Nord. C'est sans doute cette variété de paysages aussi qui a permis au tourisme de se développer, là encore au début à partir du XIXe siècle. D'abord, là aussi, on a une station thermale pour le Prince, et puis grâce à des stations balnéaires assez élégantes qui, finalement, ont repris vie, là aussi, ont repris vie après la réunification. L'île était peuplée depuis des millénaires, mais la construction d'un chemin de fer, eh bien, et puis d'un pont, va accélérer son développement, et on pourra ainsi découvrir eh bien, les falaises de Cray, hein, de Blins, pardon, et de Céline, et puis, évidemment, au nord de Céline, eh bien, il y a également des pinèdes, une pinède très intéressante, et c'est là que se trouve, on va dire, une des curiosités assez originales, assez insolite de l'Allemagne, puisqu'on y trouve une barre de béton qui longe la côte sur plus de 4 km. Cette cité monumentale, puisque c'est comme ça qu'elle a été conçue, on l'appelle toujours Prora. Et Prora, c'est à la fois une relique restaurée de nos jours, mais une relique qui appartient à un programme du national-socialisme qui s'appelait le Kraft durch Freude. Alors excusez-moi pour mon allemand qui n'est pas terrible, mais qu'on pourrait traduire par la force par la joie. Bon, genre typique de slogan du Troisième Reich. Cette cité, en fait, elle était destinée à entretenir le moral des masses laborieuses, et il était prévu que chaque famille évidemment aryenne, qu'il mériterait, eh bien, pourrait venir passer ses vacances dans l'une des innombrables studios que compte le bâtiment, dont la pièce maîtresse était une salle des fêtes qui pouvait recevoir eh bien, l'ensemble des locataires, à savoir 20 000 personnes. La construction de ce colosse, puisque c'est le nom qu'on lui donne aussi, le colosse de Rügen, ou la cité balnéaire du Troisième Reich, a commencé tardivement dans le Troisième Reich, à partir de 1936. Donc, dans les bâtiments, eh bien, on avait prévu quelques 10 000 chambres, avec vue sur l'océan. Alors, pas des grandes chambres, hein, elles font 5 mètres sur 2,5. Ces pièces, vous voyez, elles étaient des corps assez, on va dire, rudimentaires, avec 2 lits, une armoire, un placard et un évier. Et puis, il y avait, alors la photo ne le montre pas, mais il y avait un haut-parleur qui permettait de transmettre les messages les plus importants, puisque là, quand même, la population était soumise directement à la propagande du régime. Les toilettes, les douches étaient communes, voilà, ça c'était l'aspect commun qui était volontaire, qui était vraiment voulu, hein, parce que ces vacances, elles étaient placées sous l'idée de partager ensemble, voilà, ces vacances, et au contraire, on mettait l'individualisme complètement de côté, on partageait les repas, il y avait d'immenses salles, des salles géantes, un peu de plus de 1000 places, pour accueillir donc les différents locataires, des activités sportives, de loisirs qui étaient toujours faites en groupe conçu pour toujours regrouper ces Allemands. Mais la guerre va éclater et le projet bien ne sera pas achevé. Voilà, ça s'est pas achevé juste à la fin de la guerre. Il a à peine inauguré au début de la guerre. Et les seuls habitants que vont connaître réellement Prora, bien ce seront en fait des réfugiés allemands qui viendront à la fin de la guerre, notamment après les bombardements des villes allemandes. Donc ça c'est plutôt un site qui a été utilisé par les réfugiés. Alors il a servi après la guerre. Il a été réutilisé, ce site de Prora, par le régime est-allemand. D'abord pour la police du peuple, et après pour l'armée nationale du peuple est-allemand. Et il faut dire qu'il était quand même franchement à l'abandon à la fin du régime, en piteux état. Et on s'est posé la question justement, au moment de la réunification allemande, de savoir ce qu'on allait faire de Prora. Est-ce qu'on allait le détruire? Est-ce qu'on allait le restaurer? Et si on le restaure, pourquoi faire? Pour en faire quoi? Alors la réponse, elle est venue petit à petit. Il n'y a pas eu une réponse, on va dire, massive et immédiate, mais au fil du temps, eh bien, elle s'est un peu imposée par elle-même, cette réponse, c'est-à-dire d'en faire à la fois sur une petite partie un musée pour rappeler ce que c'était, et la volonté du régime et de la dictature du Troisième Reich, et puis d'en faire
utiliser ce site aussi pour en profiter, pour, comme cela, eh bien, en faire un projet immobilier de luxe. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qui s'est développé avec un hôtel, des appartements de haut standing, avec des piscines, voilà, face à la mer. Voilà, bon, un arrêt photo à Prora, mais c'est un site assez amusant, je sais pas, en tout cas assez particulier, assez étonnant à découvrir. Voilà, un arrêt photo, et puis on retournera sur le Sans Souci pour notre dernière navigation vers Stralsund, vers effectivement notre point de départ. Voilà, ici à nouveau, donc Rügen et Stralsund. Alors, comme la plupart de nos croisières fluviales, on fait toujours une grande place à la musique sous toutes ses formes. Et pour encadrer, pour animer toutes nos soirées à bord, on aura la chance, le plaisir cet automne de retrouver Monsieur Marion Rousset. Ça fait plus de 15 ans qu'il nous rejoint régulièrement. Alors vous savez, si vous le connaissez, c'est un artiste formidable qui partage son temps, ses talents entre le théâtre, la danse, le chant, le golf aussi, si vous voulez lui parler de golf, c'est un passionné de golf. Et son répertoire est très varié, puisque voilà, ça lui permet bien de jongler, on va dire, de la chanson moderne, ou en passant par la chanson rétro, et puis plutôt des ambiances de jazz. À bord du Sans Souci, on va retrouver pour, on va dire, son premier grand amour, à savoir la belle chanson française, pendant les soirées. C'est un peu notre crooner à la française. Et puis voilà, il rendra hommage comme cela à la chanson française avec ses textes, avec ses mélodies qui appartiennent à notre patrimoine musical. Nous aurons également le plaisir d'accueillir des artistes locaux. Ça veut dire qu'ils vivent dans la région. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément d'ici. Ils viennent parfois d'horizons plus divers, vous allez voir un petit peu. Des artistes donc, qui sont là pour des soirées exceptionnelles autour du répertoire européen de la musique que on dit parfois la musique classique, mais il y a différents types de musique bien sûr. Pour cela, on aura 3 soirées qui vont être organisées à bord. La première soirée, elle est consacrée à 2 artistes. L'une, vous la voyez à l'image, elle est pianiste, il s'agit d'Anna Miseva. Elle nous vient de Macédoine du Nord. Elle a fait ses études en fait quand même en Allemagne, à Hambourg, puis à Rostock, encore plus proche évidemment de Stralsund. C'est une pianiste soliste, mais elle est également, elle s'est perfectionnée pour être capable et pour savoir écouter les autres, pour accompagner les autres artistes. C'est une technique tout à fait particulière. C'est vrai que c'est une technique particulière parce qu'il faut être à l'écoute de l'autre artiste, donc c'est vraiment quelque chose de spécial. Il faut aussi anticiper parfois ses actions, ses réactions. Anna Miseva donne régulièrement des concerts sur toute l'Allemagne, en Europe également, en Autriche, en Espagne, en République tchèque, et parfois même en dehors d'Europe, puisqu'il lui arrive même d'arriver comme cela jusqu'à dans la capitale britannique. Excusez-moi. Alors, pour ce premier concert, Anna sera en compagnie d'une voix formidable, celle d'un baryton basse. Alors, il s'appelle Sébastien Nagaski. Lui, il vient de Hanovre. Et comme Anna, il s'est perfectionné à l'université de Hambourg. Il a choisi à ce moment-là le chant lyrique, puisque c'est d'abord un musicien, puis c'est vrai qu'en général, les chanteurs ont une carrière, comme une seconde carrière de musicien. On ne peut pas être chanteur trop tôt. Sa carrière l'a déjà conduit à chanter au sein d'établissements assez prestigieux, comme le Staatsoper de Berlin, mais également celui de Braunschweig, de Kiel. Son répertoire comprend déjà des rôles prestigieux, puisque c'est un jeune chanteur, mais il a déjà chanté les rôles de Leporello dans Don Giovanni, Mephistopheles dans Faust. Il a fait l'un des méchants dans Les Contes d'Hoffmann. Il sera donc accompagné par justement Anna Miseva, et il interprétera parmi les plus célèbres airs dédiés bien sûr de la période classique et romantique, à l'espoir et à l'amour. Donc voilà, c'est ça un petit peu les thèmes génériques qu'ils vont utiliser, qu'ils vont aborder tous les deux. Une autre soirée sera consacrée au chant lyrique. Cette fois-ci, ça sera une voix féminine, celle d'une soprano. Elle s'appelle Frøya Gilberg. Alors, elle nous vient d'un pays de montagne et de mer, puisqu'elle est d'origine norvégienne. On peut reconnaître d'ailleurs un petit peu son costume norvégien là, sur la photo que vous voyez sur la droite. Elle a, comme beaucoup d'artistes norvégiens, suivi une formation musicale au Danemark. Puis elle a, elle aussi, rejoint l'école allemande à Rostock pour continuer sa formation. Alors elle chante à la fois
des airs d'opéra, mais aussi des leaders et de la musique religieuse. Et ces dernières années, eh bien, elle a pu se produire à la fois en Allemagne, mais également en Scandinavie. Donc avec Anna Miseva, à bord eh bien, du Sans Souci, nous proposerons des airs de concert dédiés aux plus beaux airs. Alors là, ça sera plutôt de l'opéra français et allemand, mais également de la comédie musicale. Le nom du spectacle, c'est en fait Over the Rainbow, donc c'est le titre issu de cette chanson du Magicien d'Oz, qui au départ et même a été écrite pour Judy Garland. Quant à la troisième soirée, on a donné carte blanche à une autre pianiste. Elle s'appelle Ricarda Schmersal. Et c'est une pianiste de l'étape, car elle est née, elle, à Hambourg. Initiée au piano, elle a eu la chance d'avoir un papa qui était lui-même pianiste. Et elle a rejoint par la suite eh bien, cette académie prestigieuse de musique de Hanovre. Alors, elle va se produire régulièrement en duo avec un autre instrumentiste et en particulier avec cet instrumentiste qui est un flûtiste qui s'appelle André Rochka. Alors lui, c'est un Ukrainien et il est originaire de Kiev, André Rochka, et il a commencé très tôt la flûte. Il a commencé même d'ailleurs une carrière internationale très très tôt, puisque dès 14-15 ans, eh bien, il faisait déjà des concerts en dehors de son pays en tant que soliste, dans différents ensembles. Et notamment, eh bien, il joue régulièrement à la Philharmonie de Cologne, le Palau de la musique de Barcelone, à l'Opéra de Sydney, oui, il peut aller très très loin. Et tous les deux eh bien, ont mis en place un vaste répertoire, puisque ce sont des musiciens qui travaillent depuis très longtemps ensemble. Alors, bon, il y a beaucoup, ils ont un panel très très large, à la fois des compositeurs allemands, Bach, Beethoven, Schubert, Haydn, Carl Maria von Weber, et bien sûr Mozart, des compositeurs français, Debussy, Fauré, César Franck, Camille Saint-Saëns, Darius Milhaud, Poulenc et même jusqu'à eh bien, plus proche de nous, Olivier Messiaen. Et là aussi d'autres compositeurs, alors Chopin, Donizetti, Gluck et Prokofiev. Voilà, un petit peu, vous voyez, là, ils ont tous les deux un très très vaste panel et ils nous feront un patchwork, c'est pas un très joli mot, mais un bel ensemble, un bel assemblage pour ce concert. Alors, on quittera tout ce Sans Souci dans la matinée du 29 septembre. Certains d'entre vous vont, comme cela, être transférés vers l'aéroport. D'autres, eh bien, vont prolonger leurs vacances et pourront retrouver, comme cela, la capitale allemande et un petit peu ses merveilles. Alors, vous le savez tous, depuis la réunification, eh bien, Berlin a été radicalement transformé. Pendant plus de 10 ans de travaux, on a essayé d'effacer un peu les stigmates de la division, de la dernière guerre, et Berlin est devenue eh bien, une ville magnifique, une des plus belles capitales d'Europe, très vibrante, beaucoup de monuments, beaucoup de musées, de salles de spectacle, et on commencera un petit peu cette découverte eh bien, par un tour panoramique, parce que ça permet un peu d'essayer en tout cas de comprendre l'étendue, la vaste étendue de cette capitale, puisqu'elle fait plus de presque 900 km², c'est 8 fois la taille de Paris. Donc c'est vraiment une vaste capitale, très verte, il y a beaucoup d'espaces verts dans Berlin. Dans les esprits, Berlin est immédiatement associé à la porte de Brandebourg. Alors vraiment, ça fait partie un petit peu d'un des must, un des passages obligés dans ce tour panoramique, qui était le symbole de la division, inspiré des propylées de l'acropole d'Athènes, qui a été construit comme cela. Cette porte de Brandebourg, elle date de la fin du XVIIIe siècle. Alors vous voyez qu'elle est surmontée toujours d'un quadrige, d'un char tiré par 4 chevaux. Lui, il a pas mal voyagé, parce qu'il a quand même été emporté par Napoléon, récupéré par les Allemands dès 1814, et puis détruit définitivement pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une réplique qu'on a bien sûr maintenant sur la porte de Brandebourg. Autre monument, lui aussi vraiment hautement symbolique, c'est le Reichstag, construit pendant le règne de Guillaume II, qui quand même exécrait, c'est vraiment pas un parlement, quelqu'un qui... on ne peut pas dire que c'était un démocrate, voilà, pour faire plus simple, donc il exécrait le parlementarisme, mais il a fait construire ce parlement, et il a, on va dire, ce Parlement vécu physiquement des temps très forts dans l'histoire contemporaine allemande. Vous le savez qu'il a été incendié par les nazis, bon, même si on a accusé à l'époque les communismes, enfin, on est quasiment sûr maintenant que c'est quand même la propagande nazie et les nazis qui ont profité de la situation.
Ils en ont profité pour mettre un terme à la démocratie. Il a été par la suite pris d'assaut par l'armée rouge et il est redevenu finalement un parlement seulement après la réunification. Alors la première chose, c'est qu'il a été emballé par cristaux et puis par la suite, eh bien, on l'a recouvert. Vous voyez, on le voit d'ailleurs à l'image, hein, puisque là, c'est les travaux qui ont été faits par la suite pour un petit peu l'agrandir, l'améliorer et le rendre plus pratique. Là, c'est une coupole de verre qui a été ajoutée par un architecte britannique qui s'appelle Norman Foster, très connu architecte britannique. Autre lieu à Berlin ne pas manquer, et c'est l'une de ces belles places, la Genenmarkt, dominée par trois édifices classiques, le Théâtre National, les deux cathédrales, l'une dite allemande, l'autre dite française. On y trouve également, eh bien, si on a la chance de s'y arrêter, l'une des meilleures chocolateries de la capitale. Alors, tour panoramique, évidemment, il va nous permettre, ce tour panoramique, de voir d'autres places, comme, je ne vais pas montrer, mais enfin d'autres places, comme l'Alexanderplatz, le Poderplatz, et des nouveaux gratte-ciel, etc., notamment là, et une place qui a été réaménagée grâce à un autre architecte très connu, un architecte italien qui s'appelle Renzo Piano, et on ira vers l'île au musée. Après la pause déjeuner, eh bien, on propose justement de visiter justement un de ces musées dans le Kulturforum, le forum de la culture, et c'est le Gemäldegalerie, ce qui veut dire en fait la galerie des peintures. C'est l'un des plus importants musées de la peinture européenne des 13e au 18e siècle, à la fois par, on va dire, la taille du musée, mais également par la qualité de ses collections. Les collections comprennent des chefs-d'œuvre d'artistes comme Giotto, Botticelli, Dürer, Lucas Cranach, Raphaël, Pittoni le Titien, le Caravage, Pierre-Paul Rubens, Rembrandt, et alors je passe, voilà, j'ai oublié d'appuyer, et puis je terminerai par Vermeer, parce qu'il y a une des peintures de Vermeer, pas beaucoup vous savez, mais il y en a une au moins dans ce musée. 1200 toiles qui sont exposées dans quelques 53 salles. Alors si la galerie existe depuis en fait 1830, elle a eu plusieurs lieux de vie, plusieurs lieux d'exposition depuis le 19e siècle, et de nos jours, eh bien, elle occupe son plus vaste espace d'exposition, et il ne peut toujours pas accueillir la totalité de sa collection, puisqu'il y a plus de 3000 œuvres dans cette collection, mais voilà, on en expose quand même 1200, c'est déjà beaucoup. Donc à la fin de la visite, eh bien, on vous conduira comme cela jusqu'à l'hôtel au centre-ville, qui a été choisi par Magali. Vous aurez un dîner également au centre-ville, et puis le lendemain, eh bien, on va continuer la visite. Alors, on continuera sans doute un peu de visite panoramique pour les quartiers qui n'ont pas été encore aperçus. Et puis on rejoindra eh bien, une autre institution de Berlin, un autre musée pour cette matinée, le musée de Bode. Avant même de parler de la collection, l'architecture du musée, son emplacement sont tout à fait exceptionnels, puisque là on a ce qu'on appelle un très beau bâtiment, alors néo-baroque, du début du XXe siècle, avec sa coupole, avec son élévation arrondie, qui est au-dessus, si vous voulez, d'un cours d'eau, au-dessus en fait de la Spree, qui se divise en deux bras. Et on l'a d'ailleurs appelé au début le Kaiser Friedrich Museum, donc le musée du Kaiser Frédéric. Puis par la suite, on lui a donné en fait le nom de son fondateur, puisque là c'était Wilhelm von Bode, qui était en fait le directeur des musées nationaux de la Prusse au début du XXe siècle. Alors le musée a été entièrement rénové au début des années 2000, avec 3 cours intérieures, 3 étages qui permettent d'exposer des œuvres tout à fait exceptionnelles, à la fois des bas-reliefs, par exemple, le bas-relief marmoréen de Donatello, la Madone Pizzi du XVe siècle, qui est représentée, vous voyez ici à l'image, avec, en fait, c'est une Madone, un buste, avec l'enfant Jésus dans ses bras. Donc il y a une étreinte qui est tout à fait magnifique et qui justement avec l'ovale du visage qui permet de montrer un petit peu l'unité de ces deux individus. Le musée possède une collection extraordinaire aussi d'œuvres d'art qui datent de, on va dire, l'Antiquité tardive jusqu'à l'époque byzantine.
donc c'est l'art de l'Empire romain d'Occident, l'Empire byzantin, on va dire du IIIe siècle au XVe siècle, qui vont constituer un petit peu les points forts de cette collection, ainsi que on va trouver beaucoup d'icônes qui sont, ma foi, et d'objets post-byzantins qui sont exposés dans ce musée. De façon plus anecdotique, mais il faut quand même le citer, et pour terminer cette présentation, j'aimerais vous dire qu'il va manquer un objet, une seule œuvre qu'on ne pourra pas voir, une médaille en or massif, qui faisait à peu près 100 kg, et qui avait été faite à l'effigie de celle qui a célébré sobrement la semaine dernière ses 96 ans, à savoir la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II. Et cette pièce, eh bien, elle avait été remise par l'Institut de la monnaie royale canadienne. On l'appelait la Big Maple Leaf, ce que je pourrais traduire par la grande feuille d'érable, quelques 53 cm de diamètre, donc ça faisait une belle pièce quand même, pour 3 cm d'épaisseur, et c'était de l'or pur à plus de 99%. On en a frappé 7 de ces modèles, de ces pièces. Celle-là, elle avait été achetée et donnée par un propriétaire privé, en tout cas prêtée, exposée au musée à partir de 2010, et elle a été volée en fait en 2017. Alors la police berlinoise est parvenue à mettre la main sur les responsables, ils ont récupéré l'équivalent en saisissant leurs biens, leurs valeurs. Bon, c'est à peu près plus de 3,5 millions d'euros. Malheureusement, la police n'a pas mis la main sur la pièce. On n'a mis la main que sur quelques poussières d'or, en fait, puisque la pièce a été découpée et vendue par ces voleurs. Voilà un petit peu comment a tristement fini l'effigie de la reine d'Angleterre et encore du Canada. Alors, bien sûr, à la fin, sur la fin de cette visite, après le déjeuner, eh bien, ça sera l'heure du vol vers la France, vers Paris. Alors voilà, je termine un petit peu cette évocation, cette présentation en Poméranie avec ses escales, ses excursions, ses artistes, sans oublier l'extension que l'on vous propose en fin de croisière à Berlin. Je vous remercie pour votre attention. Vous donnez rendez-vous, eh bien, pour l'un de nos prochains voyages, pour certains donc le départ la semaine prochaine, et puis peut-être, certains d'entre vous, je sais déjà, un départ le 23 septembre pour cette belle croisière dans le Nord, à la fin, je disais, du mois de septembre, donc le 23 septembre, voilà, c'est ça. Merci pour votre attention.